Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Et cette semaine, on est avec Michel Geoffroy. Bonjour Michel. Bonjour Floriane. On va commencer avec la météo de l'info sur l'impôt du climat qui serait peut-être pour bientôt. On va essayer de décrypter ça avec vous Michel. Et puis on passera à l'image de la semaine. L'image de la semaine, c'est bien sûr cette signature de Novak Djokovic sur la caméra de Roland Garros. Et pour le dossier, eh bien, on s'intéressera à Twitter qui fait encore parler de lui et qui serait peut-être sous le coup d'une interdiction. On va voir ça juste après les pastilles de l'information, sans oublier le portrait piquant de la semaine, en partenariat avec Logim, réalisé par Claude Cholet. Et cette semaine, le personnage que l'on abordera, c'est Rudi Reichstadt, le spécialiste des complots. Immédiat 446, c'est parti. Cette semaine, la météo médiatique a eu un petit goût d'écologie punitive. L'écologisme s'est d'abord présenté en effet sous des atours lénifiants, à base de pistes cyclables, de conditions animales et de légumes bio. Mais il entre maintenant dans sa phase disruptive et liberticide. Après la destruction de notre indépendance énergétique, après la chasse aux automobiles, après le contrôle technique des logements et la guerre contre le plastique, comme le titre Libération, voici venu le temps de l'impôt climat, sur fond d'offensive contre la propriété immobilière, au prétexte de crise du logement. Un impôt de plus dans le pays le plus fiscalisé de l'OCDE ? Voilà qui ne semble pas choquer nos médias, tout occupés qu'ils sont à relayer les manœuvres du pouvoir. Car pendant que M. Darmanin nous rejoue, avec la complicité de LR, un énième remake de la loi sur l'immigration, l'impôt climat permet à la Macronie de donner des gages à l'extrême gauche et aux bobos écolos. Car on promet de réserver ce nouvel impôt aux riches, concept novlangue qui permet de surfer sur la haine de classe. Car les riches, en France, ce sont toujours les autres. L'image de la semaine, c'est donc cette petite signature que Novak Djokovic a réalisée sur la caméra de Roland Garros. Ce n'était pas très lisible de prime abord, mais bien sûr, les médias ont réussi à décrypter. Et coup de tonnerre médiatique, ce n'était pas gentil, ce n'était pas bien. Voilà comment est-ce qu'ils en parlent. TF1, le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. La provocation de Novak Djokovic à Roland Garros lui vaudra-t-elle une sanction ? Le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie. Comment Djokovic attire l'attention sur les tensions de son pays ? Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Derrière le message de Djokovic, un slogan nationaliste pour le Parisien. Le Parisien, donc, si on se penche plus en amont sur cet article, eh bien, il dit que cette phrase est proche d'un slogan nationaliste bien connu qui repose sur l'imaginaire serbe. Cette expression est très importante, retenez-la. Le but de son message était de dire aux Serbes qu'ils pensent à eux et d'attirer l'attention par ricochet, analyse donc un expert des Balkans du Parisien. Néanmoins, selon donc Loïc Trégourès, ce spécialiste, les deux phrases sont contradictoires. Donc c'est original et il dit que ce n'est pas sans rappeler le slogan Kosovo Serbia. Le Kosovo, c'est la Serbie, une phrase nationaliste et ça c'est très vilain. TF1 a également analysé cette phrase entière parce que la phrase intégrale c'est le Kosovo est le cœur de la Serbie, stop à la violence, donc a-t-il signé avant de quitter le court de tennis, et Novak Djokovic qui a dit qu'il ne se retiendrait pas et qu'il serait prêt à le refaire après des discussions avec son entraîneur, parce que ça a beaucoup polémiqué. Selon la charte éthique de la Fédération française de tennis, ça c'est intéressant, eh bien on nous dit que les joueurs ont le devoir moral de refuser toute forme de violence et qu'ils ont donc interdiction d'afficher ostensiblement des opinions politiques ou religieuses. Et donc, en allant un petit peu loin, eh bien, voilà ce qu'on reproche à Novak Djokovic, qui écrit pourtant un message plutôt anti-violence.
On va écouter tout de suite la réaction d'Amélie Oudéa-Castéra, notre ministre des Sports française, qui a été très choquée par les propos. C'est pas approprié, clairement. Il faut pas que ça recommence. Quand on porte des messages qui sont de la défense des droits de l'homme, des messages qui rapprochent les peuples autour de valeurs universelles, on peut exprimer, un sportif est libre de le faire. En l'occurrence, c'est un message qui est, qui est militant, qui est très politique. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, a fortiori dans les circonstances actuelles, se lancer là-dedans et qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Il ne faut pas que ça se reproduise. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Geoffroy ? Alors, oui, la vérité, c'est interdit. La vérité, c'est interdit aujourd'hui dans notre société. Alors, quand il dit le Kosovo est le cœur de la Serbie, il a raison. C'est le cœur historique de la Serbie. Je rappelle qu'il y a eu la grande bataille du Champ des Merles, qui a vu la défaite des princes chrétiens face aux Ottomans et qui a conduit à l'offensive ottomane dans les Balkans. C'est un cœur très important de l'histoire de la Serbie, donc il a raison. Mais c'est interdit d'avoir raison. C'est interdit d'évoquer la réalité historique. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les propos de la ministre des Sports. La ministre des Sports nous dit donc, on a le droit de parler des droits de l'homme, on a le droit de donner des messages qui rapprochent les peuples, des valeurs universelles. On a le droit de soutenir l'Ukraine, bien sûr, ça c'est très important. Mais alors par contre, on n'a pas le droit de dire autre chose. Donc ça veut dire les sportifs ont le droit de donner des messages politiquement corrects, mais ils n'ont pas le droit de donner des messages politiquement incorrects. En plus, ce qui est amusant, c'est que lui, son message, c'est « stop à la violence », qui effectivement a été faite à la Serbie pour lui imposer, je rappelle, la sécession du Kosovo. L'OTAN a fait la guerre, nous avons fait la guerre, les Français ont fait la guerre aux Serbes pour leur imposer la sécession du Kosovo. Et donc, c'est amusant. Lui, il dit « je halte à la violence ». Et on dit « mais ça, c'est un message violent ». On voit bien, n'est-ce pas, nous sommes dans un monde où tout est inversé. C'est le monde de la novlangue. Voilà. Et le sport, là-dedans, il est évidemment très loin. Mais, encore une fois, c'est pas approprié, mais s'il avait parlé des droits de l'homme, ça aurait été très approprié. Et oui, alors cette comparaison que la ministre Oudéa-Castéra fait avec l'Ukraine, c'est suite à un autre incident qui avait eu lieu sur le parterre de Roland-Garros. C'était l'Ukrainienne Marta Kostyuk qui n'avait pas salué la Biélorusse Ariana. D'ailleurs, le public avait sifflé. Et donc là, Amélie Oudéa-Castéra nous a dit « on peut comprendre, même si on aimerait qu'il y ait toujours du fair play jusqu'au bout, parce que serrer la main, il y a une douleur qui est là, que je respecte. Ce qui se passe pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes sur le circuit est tellement douloureux, tellement difficile. Donc effectivement, c'est bien le deux poids, deux mesures que vous soulignez. Oui, c'est le deux poids, deux mesures classique. Tout à fait. Finalement, la douleur des Serbes n'intéresse pas Madame Castéra. Madame Castéra. Non, pas du tout. Le seul article un peu équilibré, c'est celui du Monde qui titre de cette façon « Novak Djokovic s'exprime sur le Kosovo, un message, je cite, pas approprié entre guillemets selon la ministre des Sports. Le tournoi de Roland-Garros joue l'apaisement ». On passe maintenant à notre dossier du jour sur Twitter. En effet, notre ministre Jean-Noël Barrot a déclaré ceci. Twitter sera banni de l'Union européenne s'il ne se conforme pas à nos règles. Et je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait de ce qu'il tenait comme propos sur France Info. La désinformation, c'est une des menaces les plus lourdes qui pèsent sur notre démocratie, c'est clair. Les ennemis de la démocratie dévoient la liberté d'expression pour instiller le mensonge comme un poison dans le débat public. On l'a vu au Capitole, on l'a vu aux États-Unis, pris d'assaut par des partisans de Donald Trump qui refusaient le résultat de l'élection. Absolument, on l'a vu avec les antivax également. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe a décidé d'un code de pratique contre la désinformation. C'est intéressant parce qu'on est le 29 mai et on parle toujours de l'assaut du Capitole après les révélations de Fox News. Oui, écoutez, là, c'est vraiment un combo. C'est-à-dire qu'il y a notre ministre et puis il y a Thierry Breton qui nous parle de l'Union européenne. Alors, je rappelle une chose, comment on appelait les ministres au temps de l'Union soviétique? On les appelait des commissaires. Donc, M. Thierry Breton fait la charge contre Twitter, contre Elon Musk, qui a commis le crime impardonnable d'expliquer qu'il aimerait bien limiter la censure sur Twitter.
qui, je rappelle, Twitter a fait plein de choses horribles, y compris censurer Trump, censurer les républicains, etc. Là, ça gênait pas nos édiles Et européens. notre ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications. Il y a tout un discours de novlangue qui est extraordinaire. La désinformation. On sait ce que c'est que la désinformation. Vous savez, la désinformation, c'est comme le complotisme, c'est des informations qui déplaisent à l'oligarchie. Les discours de haine dont on nous parle, qu'est-ce que c'est qu'un discours de haine aujourd'hui ? Eh bien, on sait en France qu'un discours de haine, c'est un discours qui conteste l'immigration, c'est un discours qui évoque les délits commis par des personnes d'origine immigrée, ou c'est un discours qui critique l'islam. C'est ça le discours de haine. Donc en fait, ce débat, on voit que l'Union européenne est en train de devenir la prison des peuples, c'est-à-dire qu'elle trouve que la censure, c'est très très bien. C'est très bien de censurer, bien entendu au nom de la démocratie. Je rappelle que c'est en fait en 2017 que le Forum de Davos, au vu des résultats du Brexit et au vu de l'élection de Donald Trump, avait décidé qu'il fallait que si les gens votaient mal, c'est qu'ils étaient désinformés. Déjà, ça dénote une curieuse conception de la démocratie. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à dire qu'on va lutter contre la désinformation. Donc, on voit bien que derrière ces belles envolées démocratiques, il y a une volonté très claire d'imposer un ordre moral en Europe et une censure permanente sur des sujets importants. Alors évidemment, M. Musk qui dit le contraire et qui dit « moi, j'aime pas la censure », évidemment, ça ne plaît pas à tous ces oligarques. Ça va être un combat intéressant à suivre en tout cas et on continuera d'en parler sur Immédiat. Alors notre ministre Jean-Noël Barrot a ajouté que le géant du numérique Twitter ne pourra pas se substituer aux nouvelles règles européennes qui vont s'appliquer à partir du 25 août 2023 et parce que ces règles elles prévoient notamment l'obligation de retirer les contenus illicites et l'interdiction des publicités ciblées sur les mineurs, par exemple, également. Et les plateformes qui ne respectent pas ces règles risqueront des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a aussi un intérêt économique derrière des termes assez flous de illicite. Et donc, on a un article de Numérama aussi qui va un petit peu plus loin pour comprendre cette affaire. Twitter donc, se retirer du code de bonne pratique de l'Union européenne en matière de désinformation. Un texte qui avait été signé en 2018. En fait, tout par-delà, Elon Musk décide de se retirer de ce texte des bonnes pratiques. Et ce retrait, a priori, n'a pas vraiment de conséquences sur le réseau social. On verra bien avec les nouvelles lois du 25 août 2023 qui vont être en œuvre. Mais voilà, en fait, Elon Musk, il envoie un message. Ça va être le combat des géants. Et Thierry Breton, lui, déjà, il a sorti l'artillerie lourde parce qu'il a écrit ce tweet. Twitter quitte le code de conduite volontaire de l'Union européenne contre la désinformation, mais les obligations demeurent. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale dès le 25 août. Nos équipes seront prêtes pour l'exécution. Ah oui, l'exécution. Voilà. Un mot très fort. Voilà. Et on a également une passe d'armes un peu rigolote entre Jean-Noël Barrot et Éric Zemmour. Éric Zemmour qui publie ce tweet en voulant bannir Twitter. Les censeurs Thierry Breton et Jean-Noël Barrot veulent faire taire toute parole libre. Tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler doit disparaître. Et donc Jean-Noël Barrot qui lui répond « La liberté d'expression n'est ni un droit à la désinformation, ni un droit à la provocation, à la haine raciale ou religieuse. » Vous en parliez à l'instant, Michel Geoffroy. L'Europe a mis Twitter et les grandes plateformes face à leurs responsabilités. Il était temps, nous dit-il. Et Éric Zemmour qui a répondu « Ok Staline », un peu comme le hockey boomer des jeunes. Voilà. Oui, non, mais tout cette novlangue, ce discours sirupeux de tous ces gens qui est destiné à imposer une censure. Et pourquoi ils veulent imposer une censure ? Parce que la réalité leur échappe. Parce que chaque jour, le monde est en train de changer, y compris en Europe. Donc tout ça est grotesque. Mais ça démontre quand même le caractère très liberticide de nos institutions. De plus en plus liberticide. Je pense qu'on va le voir tout au long de cette émission. Voilà, c'est déjà la fin de ce dossier. Passons maintenant aux pastilles de l'information. Commençons avec le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 68 € d'amende
pour des casserolades, nous dit BFM TV. Casserolade à Dijon, des manifestants reçoivent des amendes de 68 €. On a également un article de France Bleu Bourgogne, donc sur ces manifestants qui ont reçu des amendes pour avoir fait du bruit. Nous dit-on, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Voilà, c'est l'intitulé de l'amende que vous pouvez voir en illustration. Et donc, ces amendes, selon le Solidaire 21, qui a apporté cette information au public, eh bien, elles ont été réalisées par vidéosurveillance. Très intéressant. Elles ont été réalisées par vidéosurveillance sur des manifestants dont la plupart n'ont pas fait l'objet d'interpellations par les forces de l'ordre au moment de la manifestation. Donc, quand même assez inquiétant pour une manifestation à Dijon avec des casserolades qui sont légion en ce moment suite à la réforme des retraites et aux diverses apparitions d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai fait une petite recherche. 68 € d'amende. Quand est-ce qu'on donne 68 € d'amende ou à peu près 68 €? Bien, pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Également, c'est quasiment le prix du forfait post-stationnement, le fameux FPS, vous savez, que vous ne retrouvez plus d'ailleurs sous l'essuie-glace de votre voiture puisqu'il vous est envoyé par la poste. Donc 75 €, c'est quand on se gare mal dans les arrondissements du 1er au 11e. C'est très très élevé, c'est un peu moins cher dans d'autres arrondissements. À Lyon, pour ne pas être parisiano-centré, c'est 60 € de FPS dans l'hypercentre. 68 €, c'est aussi pour des détritus qui seraient laissés n'importe où. Par exemple, si on crache son chewing-gum ou qu'on jette sa cigarette par terre ou qu'on laisse un tas d'ordures, un petit tas d'ordures dans un coin, parce qu'un gros tas d'ordures, grosse amende. Manger, boire, fumer ou se maquiller au volant, l'amende majorée également est de 75 €. Et quand on charge n'importe comment son véhicule, comme on peut voir un peu parfois pour les départs de vacances avec des bouts de ficelle et des coffres ouverts, pareil, ça peut être 68 € d'amende. Je rappelle au public, qui s'en souvient sans doute très très bien, tout comme, mais c'est bon de le rappeler, eh bien on était tous soumis à une amende il y a peu de 135 €, qui était un peu plus élevée en cas de non-respect des mesures du confinement ou du couvre-feu qui était à 18 h. Et il y avait eu 1,1 million de verbalisations lors du premier confinement. Voilà, suite à ces petits chiffres, cette petite étude de cas, Michel Geoffroy, vous avez peut-être des commentaires à faire là-dessus. Oh, je dirais, bienvenue dans le meilleur des mondes. Oui. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un système, alors déjà, qui prouve quand même que la réalité politique échappe quand même à un pouvoir qui en est à mettre des amendes à des gens qui manifestent contre lui. Déjà, c'est déjà là aussi une conception particulière du débat démocratique. Mais là, c'est l'amende automatique par vidéo, peut-être demain par drone. Bon, c'est le meilleur des mondes. Ça me fait penser à un film. C'est le film Demolition Man que certains connaissent avec Sylvester Stallone. Un fan de Sylvester Stallone. Où c'est un futur complètement dément. Où quand on dit un gros mot, on a une amende. Voilà, on en est là dans un monde de répression. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la liste des amendes que vous avez citées, en fait, il y a beaucoup d'amendes qui sont virtuelles parce que, par exemple, quand vous évoquez les véhicules surchargés, moi, j'en vois assez souvent sur l'autoroute. J'ai pas l'impression qu'ils ont été empêchés de rouler. Mais là, c'est des amendes réelles sur des opposants. Enfin, je veux dire, imaginons qu'en Russie, il y ait des amendes sur les opposants. Mais on vous dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette dictature? Mais là, non, c'est bien. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, les médias n'ont pas été très, très prolixes là-dessus. C'est pas... Non, le titre n'est pas trop scandalisé. Ça paraît normal. C'est normal. C'est normal. C'est une atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l'homme. Les casseroles, la santé de l'homme. Oui, on peut perdre quelques décibels d'écoute, mais c'est tout. Oui, d'accord. Si on pousse vraiment beaucoup. C'est grotesque, grotesque. Mais ce qui est intéressant toujours dans la tournure des amendes, c'est vous reconnaissez l'infraction, alors vous devez payer l'amende sur le site, donc on vous explique tout très bien. Mais par contre, quand il s'agit de contester, ça reste très flou et très compliqué et très pénible. C'est pas flou, mais c'est très long. C'est très long. Et comme c'est pas vraiment suspensif, vous êtes bloqué. On n'est pas certain de ne pas avoir la majoration en prime, donc voilà, un nouveau moyen de contrôle en fin de compte.
On passe bien sûr à cette actualité que vous n'avez pas pu manquer. C'était les Palmes d'Or lors du Festival de Cannes. C'est le film français Anatomie d'une chute qui a reçu une Palme d'Or. Il a été réalisé par Justine Triet. Une femme, la 3e Palme d'Or qui a été remportée par une femme, nous dit-on, la 10e remportée par des Français. Je vous propose d'écouter le discours de Justine Triet qui est très politique, vous allez le voir. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Dans la première partie de son discours, ce qui a été assez peu relevé, c'est que Justine Triet fait une charge contre la réforme des retraites, en clair. Et la deuxième partie, c'est que c'est une charge qui alerte sur ce qu'elle appelle la marchandisation néolibérale de la culture, qui est en train de casser l'exception culturelle française dont elle signale qu'elle est issue en tant que réalisatrice. Mais la vraie question, Michel Jouffra, finalement, c'est est-ce que le CNC finance vraiment une pluralité d'opinions avec l'argent du contribuable français ? Vaste question. Non, moi je trouve que c'est l'exemple typique. Alors là, nous sommes dans l'entre-soi du boboland médiatique, cinématographique. Alors, je rappelle que l'habitude était prise dans ce genre de manifestation de faire des sorties plus ou moins politiques, mais en général des sorties politiquement correctes. On parlait de tas de choses très politiquement correctes, où on disait il y a trop de blancs dans la salle, etc. Là, pas de chance. Madame Triet se met à dire des choses qui ne plaisent pas, en particulier sur l'attitude du gouvernement dans le cadre vis-à-vis de la réforme des retraites et vis-à-vis des attentes des Français. Et puis deuxièmement, elle fait une sortie sur le financement du cinéma. Alors, c'est vrai que c'est un peu paradoxal d'évoquer ces questions de financement qui seraient mis en cause par une dérive très libérale de ce gouvernement. Bon, je rappelle que la France, c'est quand même le pays le plus imposé de l'OCDE. Bon, donc en matière de libéralisme, on peut faire mieux. Mais en réalité, elle dit des choses qui ne sont pas complètement fausses, cette dame. Bon, maintenant, on en a fait un événement majeur. Bon, c'est de l'entre-soi médiatique. Bon, Madame Triet est aussi une militante quand même engagée. Elle fait des films très engagés, quand même très politiquement corrects. La vraie question, moi, me semble-t-il, c'est pas le financement de l'exception française, c'est la qualité de l'exception française. Est-ce que ce sont des films vraiment populaires ? Je trouve que ce sont quand même des films généralement réservés à un certain public. Bon, il ne faut pas généraliser, mais il y a des films qui peuvent avoir un certain succès. Mais le vrai problème, c'est qu'on ne finance pas des films populaires. On finance des films intellectualistes et politiquement corrects. D'ailleurs, son film qui a été primé, bon, on ne peut pas dire que ça porte un élan fantastique. C'est quand même une vision très noire de notre société, très noire du monde, de la famille. C'est toujours les mêmes sujets. Je veux dire, donc c'est pas épique, c'est pas du cinéma qui fait rêver. Voilà. Contrairement aux blockbusters américains qui, eux, cartonnent particulièrement. Bah oui, bien sûr. Donc c'est ça le vrai sujet. Aussi. Alors, il y a eu une première charge à la suite de ce discours de la ministre Rima Abdul-Malak qui, cette fois-ci, n'avait pas de micro qui lui était préparé. C'était pas aussi préparé que l'autre fois. Voilà, c'était la cérémonie des Molières où on lui avait apporté son micro sur un petit coussin. Donc, elle a fait une charge en disant qu'elle était estomaquée par un discours injuste, en disant que le film de Justine Triet n'aurait pas pu voir le jour sans le modèle français de financement du cinéma. Enfin bon, bref, le couplet habituel d'autosatisfaction sur son bilan personnel. Et il y avait 2 séquences qu'il ne fallait pas manquer suite à cette remise de la Palme d'Or à Justine Triet. C'est Jane Fonda et Rima Abdul-Malak qui ne s'est pas contentée d'un tweet, mais qui est allée sur le plateau de Quotidien. On écoute tout de suite.
c'est formidable, la France a la Palme d'Or. C'est la 10e fois, c'est la 3e femme et ce film a l'air fabuleux. Première réaction. Deuxième réaction, j'écoute ces mots de marchandisation de la culture, gouvernement néolibéral qui casse l'exception culturelle. Et là, mon sang ne fait qu'un tour parce que c'est faux. Je trouve ça totalement faux. Alors, vous avez choisi Donc j'écris mon tweet. Alors voilà, vous avez choisi le mot estomaqué sur Twitter. Alors les gens ont été très surpris du geste de Jane Fonda qui jette donc le diplôme de Justine Triet, pardonnez-moi, je me mets à le prononcer à l'américaine, rien ne va plus. Mais la presse également a fait tout un drama politico-médiatique de cette affaire. On a par exemple Libération qui dit que Justine Triet tire à côté en ciblant le néolibéralisme. Slate qui produit un article en disant que l'aveuglement politique devient embarrassant, en disant que l'art et la politique font rarement bon ménage. Justine Triet, la résistante de pacotille du Festival de Cannes pour Le Point. Marianne, derrière la polémique Triet à Cannes, l'infranchissable fossé entre le peuple et la culture, dans un édito de Natacha Polony. Et on a également un article de l'Express, Festival de Cannes, Justine Triet ou la Palme d'Or de la bêtise, un titre bien convenu de l'Express, qui dit que la réalisatrice française a débité des âneries tout de même. Des âneries. Voilà. Bon, ça c'est un exemple d'emballement et d'orchestration médiatique sur un non-événement. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce festival ? Ça n'améliore pas la situation des Français, je veux dire. Bon, elle a réglé, c'est Boboland qui règle ses comptes entre lui. Bon, c'est bon, très bien. Mais c'est un micro-événement, je veux dire. Et en plus, non, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il est interdit de critiquer le libéralisme. C'est ça le sujet. Ah non, c'est pas bien, là c'est une valeur, voilà une valeur universelle, comme dirait la ministre des Sports. Là, non, surtout pas. On peut critiquer les retraites, oui, très bien, mais alors, s'attaquer au néolibéralisme, alors là, c'est effrayant. Bon, tout ça est grotesque. C'est grotesque. Enfin, je suis désolé, mais voilà, nos médias passent leur temps à ça. Triste nouvelle pour le service public. On apprend que Patrick Cohen quitte Radio France après avoir été sollicité puis écarté pour présenter la matinale de France Info. Il devait aller à France Culture. Donc de France Culture, pardonnez-moi, il y était, il présentait l'Esprit public le dimanche et il devait atterrir à France Inter pour présenter la matinale à la place de Marc Fauvel. Eh bien, ça ne s'est pas fait, c'est encore un transfert raté pour Patrick Cohen parce que Sybille Veil, la présidente de Radio France, s'est peut-être un peu emballée, elle lui avait même souhaité la bienvenue, donc tout semblait prêt pour le lancement, sauf que l'avis de Laurence Bloch n'avait pas été sollicitée et Laurence Bloch, c'est la directrice des antennes et de la stratégie éditoriale auprès de Sybille Veil. Et donc, c'est avec elle que le recrutement c'est un peu grippé. Il était d'ailleurs, Patrick Cohen, déjà ancien matinalier de France Inter, jusqu'à 2017, de 2010 à 2017. Donc, c'est un habitué. Et Laurence Bloch, eh bien, finalement, ne lui aurait jamais pardonné son départ en 2017 pour la matinale concurrente d'Europe 1. Elle était très fâchée contre lui et elle a dit qu'ils avaient décidé de privilégier une personnalité qui incarnera France Info de manière plus singulière. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui ce sera, mais voilà, Patrick Cohen est très blessé, donc il quitte Radio France. Et on a quand même une journaliste qui l'a soutenu, qui s'est fendue d'un tweet en écartant l'excellent Patrick Cohen de France Info pour ne pas avoir de concurrence. France Inter, Radio France se prive d'avoir les deux meilleures matinales de France au lieu d'une. Préférez moins bien pour ne pas avoir mieux, la logique d'entreprise publique. Votre avis sur la question, Michel Geoffroy ? Bon, je vais encore me faire mal voir, mais je suis très triste pour Patrick Cohen. Bon, là aussi, c'est de l'entre-soi médiatique. Enfin, je veux dire, ça n'intéresse personne. Franchement, ça n'intéresse personne. Sauf les experts des médias, ça intéresse immédiat. Comme nous. Mais bon, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, ces gens sont complètement interchangeables. Quel que soit l'endroit où ils sont, ils disent la même chose. Alors, je veux dire qu'ils soient dans Radio France, France Inter, peu importe, mais ça ne change rien. Donc, si vous voulez, là, c'est... Voilà, encore de l'information médiatique. Les médias parlent des médias et parlent aux médias.
Moi, je préférais qu'il parle un peu plus aux Français et qu'il parle un peu plus de ce qui se passe vraiment dans le monde. Justement, dans ce qui se passait dans le monde, mais plus précisément en France, il y avait le pèlerinage de Chartres ce week-end qui a eu lieu et qui a été assez bien recensé par les médias. La Vie, bien sûr, en a parlé. Une jeunesse catholique en quête d'absolu. L'Écho républicain, 16 000 marcheurs sur la route pour le pèlerinage de Chartres. Aletheia, les fruits insoupçonnés du pèlerinage de Chartres. Actu.fr, pèlerinage de Chartres, une incroyable ferveur, plus de 16 000 fidèles, un record. Des records qui sont battus tous les ans avec le pèlerinage de Chartres. La Croix, bien sûr, en parle. Pèlerinage de Chartres, affluence record. Le pèlerinage des records sur MyTF1 qui en parle. Et Europe 1 également, qui a parlé de la représentation du pèlerinage de Chartres. Donc on a une recension quand même, il y a pas mal de médias qui en ont parlé. Un bon point mainstream. Oui, quelle surprise. Les médias découvrent qu'il existe des catholiques fervents, que le traditionnalisme au sein du catholicisme est une force. Donc c'est très bien. Pour une fois, on a des médias qui font leur travail. C'est très bien, donc effectivement, vous avez raison de saluer l'effort. Bon point, merci à eux. Point. On change totalement de sujet avec cet article de la semaine qui est très sérieux, vous allez le voir, chers téléspectateurs. C'est éditorial, c'est un éditorial. Et on fait durer un peu le suspense parce que c'est très important. L'accès à des toilettes propres et sûres participe de l'exercice des droits humains. Un édito de Philippe Bernard, du Monde, et qui commence de cette façon. 6 Français sur 10 les trouvent sales, une proportion qui monte à 87% parmi les femmes de moins de 30 ans, selon un sondage IFOP de 2021. On est sur de l'actualité brûlante, très fondamentale, chaude. Les questions fondamentales dans un journal de référence. Vous aviez dit qu'il fallait parler aux Français. Voilà, des toilettes. Les toilettes. Alors déjà, on voit que l'IFOP quand même fait des sondages très intéressants quand même, sur la propreté des toilettes. Ça, c'est quand même un bon... On sent qu'on s'occupe des enjeux. Bon, écoutez, cet article est lamentable. Enfin, ça dénote quand même l'état de notre pays aujourd'hui. On s'occupe de ça. Alors, je rappelle qu'on se moquait des Byzantins parce qu'ils parlaient du sexe des anges. Alors nous, on s'occupe de la propreté des toilettes. Très bien. Alors d'ailleurs, quand on lit cet article, en plus, on s'aperçoit qu'il ne traite pas le sujet. On aurait pu se dire, attendez, c'est une question de civisme, c'est une question de culture, parce qu'on sait bien qu'il y a des cultures où les gens sont plus ou moins propres. On pourrait parler même du cas... des cultures qui partagent mieux l'espace public. Voilà, et puis on pourrait parler aussi de l'aspect propriété. Oui, la propriété collective, en général, elle est moins prise en charge que la propriété individuelle. Donc les toilettes collectives, en général, les gens ne font pas attention. Bon, on aurait pu dire tout ça. Comme les trottinettes et les vélos qui finissent dans la Seine. Oui, voilà. Mais non, mais pas du tout. Là, on s'occupe. D'ailleurs, l'article, il nous parle des besoins privés. C'est ça, c'est-à-dire que la société, elle a pour objet de répondre aux besoins privés. Le besoin des... Donc, si vous voulez, cet article est à la fois ridicule et en même temps, il dénote bien la dérive actuelle de cette idéologie des droits. Alors, des droits humains, parce qu'il ne faut pas dire droits de l'homme, ça ne plaît pas aux féministes. Mais cette dérive où tout doit être une question de droit personnel, de revendication à l'égard de la société, enfin, je veux dire, attendez, que les gens, ils n'ont qu'à se prendre par la main, ils n'ont qu'à faire attention. Bon, donc je veux dire, voilà, c'est à la fois ridicule et significatif d'une certaine évolution de notre esprit collectif. Je ne sais pas si Philippe Bernard fréquente souvent les toilettes publiques, mais toujours est-il que l'illustration de cet édito est assez intéressante aussi, parce qu'il s'agit d'une toilette publique qui se trouve dans le 14e arrondissement devant la prison de la Santé et qui est à l'ancienne, qui est vaguement art nouveau, encore en vert, comme les stations de métro, les belles stations de métro qu'on a à Paris. Maintenant, le commandé mortel... C'était mieux avant. Oh là là. Je vieillis. Attention. Mais le commandé mortel se contente des ignobles blocs JC Déco, en principe. Oui, il y a des toilettes écolo, sans eau, etc. Oui, non, effectivement. Des pissotoires publics. Voilà. On continue avec un sujet sur lequel les médias se sont tous mis plutôt rapidement d'accord.
c'est l'évocation par Gabriel Attal de fusionner les cartes vitales et les cartes d'identité dans le cadre des recherches, des tentatives pour lutter contre la fraude. Donc les médias sont globalement tous d'accord, c'est une mauvaise idée. Pour une fois, du gouvernement. On a même ce décryptage de BFM Tech & Co. Puce, QR code, comment pourrait fonctionner la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. Gabriel Attal qui nous dit que c'est à la fois une mesure de simplification et une garantie supplémentaire sur l'identité de la personne et les droits associés. Et en fait, eh bien, je vous propose d'écouter, mais le retour plateau nous dit que cette mesure de simplification, ce ne sera pas si simple. C'est d'autant moins fait que la place le Beauvau ministère de l'Intérieur n'est visiblement découvre pas au courant et a l'air de douter de cette faisabilité, Pourquoi notamment en termes à la fois de la faisabilité technique et surtout en termes de protection des données personnelles. La CNIL serait contre. On découvre la mesure de fusion carte vitale, carte d'identité, manifestement techniquement impossible à mettre en œuvre. C'est ce qu'a dit hier soir un cadre de la place Beauvau, contacté par BFM TV. Alors, pour avoir quelques chiffres qui sont ceux de Charles Pratt, qui est un peu le spécialiste de la question, on a 68 millions de Français à peine en France et il y a 75 millions d'assurés sociaux qui sont actifs, dont un très grand nombre de centenaires, un nombre du moins fortement étonnant. Et en plus, du coup, d'édition de ces nouvelles cartes, il faut rappeler quand même que Gabriel Attal a déjà conscience d'un petit problème, c'est que les délais de fabrication des cartes d'identité actuellement sont excessivement longs. Donc, un commentaire peut-être sur cette idée et cette réaction médiatique aussi. Oui, qui est intéressante. moi je vais dire, une mauvaise information, si elle fait parler, c'est une bonne information. C'est comme quand on dit j'ai entendu une mauvaise publicité, ça veut dire qu'en fait la publicité a été efficace puisque je m'en souviens. Là, en l'occurrence, nous avons un exemple d'une stratégie bien connue. Il y a un problème de fond depuis de nombreuses années qui est effectivement la fraude sociale, qui, je le rappelle, quand elle est évoquée par Charles Prats, est considérée comme du complotisme ou des exagérations. Maintenant, on s'aperçoit que le gouvernement a l'air de découvrir le problème. Et qu'est-ce qu'on fait ? On lance un projet, d'ailleurs en réalité qui est à l'état complètement programmatique, qui n'existe pas, pour faire du buzz, pour parler, parce que tout le monde parle de ça. Oh là là, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, vous vous rendez compte ? Bon, d'ailleurs, à mon avis, si elle se réalisait, ce serait quand même, je dirais, un progrès dans le sens du totalitarisme, parce que donner les données de santé au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas convaincu que ça soit la bonne solution, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire du buzz. On va s'occuper de la fraude sociale. D'ailleurs, la preuve, je veux fusionner les deux cartes. Bon, alors comme vous l'avez effectivement relevé, tout le monde dit, mais attendez, c'est pas possible, c'est très long, c'est très compliqué. Vous imaginez remplacer toutes les cartes vitales et toutes les cartes d'identité. Bon, tous les lecteurs chez les médecins. Donc je veux dire, là, on sera tous à la retraite. On sera tous à la retraite quand ça sera mis en œuvre. Bon. Non, parce que la retraite aura été repoussée. Michel Oui, c'est vrai, peut-être, j'oubliais. Mais j'ai pas dû écouter Madame Triet. Bon, donc c'est une annonce médiatique qui est destinée à faire du buzz médiatique pour faire croire qu'on fait quelque chose. Classique. Et en plus, on va se déchirer sur le sujet. Alors là, c'est idéal. Il y aura les pros, les contre, et on en parle. Et ça ne sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, dans le même temps, Charles Prats rappelait que le gouvernement ne veut pas du tout avancer dans la biométrie qui serait éventuellement un moyen de détecter ces retraités éternels, notamment qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc je veux dire, nous sommes dans une nouvelle fois, nous sommes dans la fiction politico-médiatique. Nous avons, je vais te dire, aujourd'hui, la plupart des gouvernements occidentaux ne gouvernent pas, ils communiquent. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de fiction. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Un petit point de géopolitique. Et on se dirige vers la Turquie avec Recep Tayyip Erdogan, dont voici comment nos médias en parlaient il y a quelque temps. Par exemple, cet article de France Info qui date du 12 mai, élection présidentielle en Turquie. Il est possible que Kemal Kılıçdaroğlu l'emporte au premier tour face à Recep Tayyip, d'après un spécialiste du pays. On avait TF1 également, qui avait publié ceci. La Turquie a voté ce dimanche 14 pour l'élection présidentielle et les législatives. Pour la première fois, Recep Tayyip
Erdogan est en ballottage, offrant la voie à un second tour. Kemal Kılıçdaroğlu n'a jamais été aussi proche de se hisser à la tête de la Turquie. Et voici comment en parlent nos médias désormais. Recep Tayyip Erdogan, l'insubmersible pour Le Monde. L'indéboulonnable Recep Tayyip Erdogan pour France 24. Et on a RTL quand même qui n'est pas forcément super content. Selon les observateurs, Erdogan a bénéficié d'un avantage injustifié pendant la campagne. France Info, Turquie, Erdogan réélu, quelles conséquences sur la guerre en Ukraine? C'est intéressant toujours de regarder les réactions médiatiques et comment est-ce qu'on se rattrape quand on a eu des prévisions dans la boule de cristal qui n'étaient pas exactes. Alors là, moi je dirais, ça confirme une grande règle. Les experts médiatiques sont nuls, je vais le dire, ils ne connaissent rien. D'abord, je pense que la plupart des gens qui écrivent ne parlent pas le turc, donc ils sont incapables d'écouter une chaîne turque et de lire un journal turc. C'est bien connu. On a déjà eu l'occasion dans l'immédiat de relever le cas de ces journalistes qui étaient soi-disant des experts du Moyen-Orient qui ne parlaient pas arabe, donc dont l'expertise consistait à lire des dépêches d'agences. Bon, donc là, voilà, nous avons l'exemple typique de journalistes qui ont des experts de la spécialiste, un spécialiste sur France Info de la Turquie, un spécialiste qui se trompe complètement, alors que un certain nombre d'observateurs savaient qu'il avait beaucoup de chances d'être élu, puisque c'est quand même un excellent président qui s'occupe, à la différence d'autres présidents occidentaux, vraiment de l'intérêt de la Turquie, de son pays, n'est-ce pas? Et qui en plus est en train de jouer un rôle international non négligeable. Rappelez-vous, la Turquie a joué un rôle dans la question des céréales, suite à la guerre en Ukraine. Il joue un peu il se rapproche quand même de la Russie. Donc c'était évidemment un méchant pour les médias, pour nos médias atlantistes. Évidemment, il était le méchant. Mais manque de chance, ça n'a pas marché. Bon, donc une fois de plus, nos experts, les soi-disant experts autoproclamés dans le monde médiatique, qu'ils soient audiovisuels ou écrits, ne connaissent rien. C'est pas des experts. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà produisent des souhaits, alors, peut-être. Oui, c'est de wishful thinking, comme on dit en français. J'aimerais bien qu'il ne soit pas élu. Donc, je vais vous expliquer qu'il ne va pas être élu. Bon, non, il a été élu. Il a été élu. Et bien élu, en plus. Il a été élu. 52% des voix, oui, au second tour. Voilà. Donc, voilà. Une nouvelle fois, il ne faut pas croire ce que nous racontent nos experts de plateau. On conclut ces pastilles de l'information, Michel Geoffroy, avec un coup de chapeau. Je crois que vous avez un magazine à nous présenter. Oui, alors le coup de chapeau, c'est le dernier numéro d'Éléments, qui est, alors comme toujours, une revue très intéressante, très éclectique. Il y a plein de sujets. Alors en particulier, il y a un dossier intéressant sur le phénomène trans, qui est très, 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 très éclairant. Et puis il y a un autre article, moi, que j'aime beaucoup, qui est l'idéologie des Black Blocs, dont on parle beaucoup. Donc je conseille de lire une nouvelle fois, mais je sais qu'on le fait régulièrement dans l'immédiat. C'est une revue très intéressante. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas, restez pour regarder le portrait piquant du jour avec Rudi Reichstadt, notre spécialiste des complots, le créateur de Conspiracy Watch. Michel Geoffroy, la semaine prochaine, vous céderez votre place à nouveau à Jean-Yves Le Gallou. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Quant à vous, je vous dis la semaine prochaine, chers téléspectateurs. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, bien entendu. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de commenter. Cette émission, c'est juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Ça permet d'aider son référencement. Et puis, n'hésitez pas également à la partager à vos connaissances. À très vite sur TVL. Complot. Que dit notre littré au mot complot? Je lis. Résolution concertée secrètement avec un but le plus souvent coupable. Nous allons parler aujourd'hui d'un véritable complotiste anti-complot, à savoir Rudi Reichstadt. Selon Wikipédia, je cite, il est né à Nice, d'un père catholique aux origines allemandes et d'une mère rapatriée d'Algérie d'origine juive. Diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix en Provence, il devient en 2004 rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile de Montreuil. La profession consiste à rédiger des rapports plutôt favorables sur la demande d'asile d'un étranger.
Il entre plus tard à la mairie de Paris et il est nommé délégué de signature du maire à la direction des jeunesses et des sports. Avec le soutien, quelle surprise, de Bernard-Henri Lévy, il crée en 2007 le blog Conspiracy Watch, auquel il se consacre à titre bénévole. Il le transforme en 2014 en observatoire du conspirationnisme. Il vit de son activité de directeur de l'observatoire à partir de 2017, date qui coïncide avec le soutien financier apporté par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Fin 2021, Emmanuel Macron le nomme membre de la commission Les Lumières à l'heure du numérique. Puis, il est annoncé comme chroniqueur de Franc-Tireur, hebdomadaire lancé par le Tchèque Daniel Kretinsky en faveur d'Emmanuel Macron. En octobre 2020, Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, est assassiné par un islamiste tchétchène pour avoir montré des caricatures de Mohamed dans son cours. Marlène Schiappa annonce sur BFM TV le 20 avril 2021 la mise en place d'un fonds Marianne pour, ouvrez les guillemets, combattre les discours séparatistes. Le 29 mars 2023, Marianne, le journal, et France 2 révèlent que ce fonds, d'un montant de 2,5 millions d'euros, a été dilapidé dans des associations peu en adéquation avec sa vocation initiale. Rudi Reichstadt aurait bénéficié au bas mot, de 60 000 euros de ce fonds pour son association Conspiracy Watch, plus quelques prestations sur le même fonds pour le compte de la LICRA. Laissons la conclusion au monde diplomatique de mai 2018, je cite. Il se présente pompeusement comme politologue de formation, directeur de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme. Adoubé par le ministère de l'Éducation nationale, Rudi Reichstadt n'a pourtant rien d'un chercheur. Et son site relève davantage du blog collectif que d'un quelconque observatoire. Un blog bien doté, comme on a pu le voir. C'est connu, on ne prête qu'aux riches.